Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chère audience, bonjour. Rebonjour pour certains. Donc, nous reprenons et nous continuons donc nos communications. Nous sommes à la deuxième session de l'axe 4. Donc, la deuxième session intitulée Gouvernance et dynamique de développement local. De l'axe 4 intitulé Socio-économie, chaîne de valeur et développement durable de la RBA. Donc, j'ai l'immense plaisir de présider cette session et je remercie Souleymani d'accepter volontiers de m'accompagner dans cet exercice comme rapporteur suite au désistement de Si Ben Ahmed. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir au moins, en principe, je pense, 5 orateurs, 5 communications. Je pense qu'il y a une absence. Donc, que je citerai en ordre, c'est mademoiselle. Donc, sans tarder, je passerai directement à la communication de Idressen Hala pour une communication intitulée Vers une gouvernance créatrice de valeur, l'apport de l'approche ou la place de l'approche socio-écologique dans l'empowerment des acteurs. À vous la parole, mademoiselle. Donc bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma présentation qui s'intitule Vers une gouvernance créatrice de valeur, l'apport de l'approche socio-écologique dans l'empowerment des acteurs, cas de la réserve de biosphère d'Arganrey. Donc cette recherche va éclairer le système de gouvernance au sein de la réserve par l'apport théorique de l'approche socio-écologique et il va mettre l'accent sur les spécificités de la réserve et ainsi la mobilisation d'une pensée territoriale sous l'angle de renforcement des capacités des acteurs. Donc, comme vous savez, la réserve de biosphère est essentiellement réduite à ses acteurs, qu'il faut renforcer leurs capacités, à sa population locale avec laquelle il faut avoir de bonnes relations, et enfin à ses ressources qu'il faut les conserver et les protéger vis-à-vis les changements climatiques. Le changement climatique a été initié par le plan d'action de Madrid et la déclaration de Dresde dans les réserves de biosphère afin de voir l'impact du changement climatique et la capacité d'adaptation à ces changements par l'articulation entre les différents projets d'acteurs de la réserve et mettre des méthodes et mettre en place des méthodes et des pratiques de gestion adaptées. D'où notre problématique de recherche, quel est l'apport de l'approche socio-écologique dans l'empowerment des acteurs pour promouvoir un modèle de développement durable de la RBA. Donc, on a choisi l'approche socio-écologique qui met en lumière les différentes relations envisagées et envisageables entre l'acteur et un ensemble d'acteurs et leur environnement. Donc, l'importance de cette approche socio-écologique. Donc, afin d'assimiler l'importance de cette approche, donc il est primordial de comprendre les bases de la pensée complexe. Donc, cette pensée il y a six principes de cette pensée complexe. Donc, le premier principe, la boucle rétroactive, qui permet de réguler et contrôler le système de gouvernance. La boucle récursive, qui permet de comprendre l'interdépendance entre les actions individuelles. Et le principe dialogique, qui met en lumière le dialogue pour unifier le sens des décisions des acteurs. Le principe d'auto-éco-organisation, qui permet de voir la capacité du système à s'organiser sans une intervention externe, et le principe systémique qui permet de mettre en lumière l'interconnectivité entre l'ensemble des acteurs pour concevoir des solutions holistiques, et le dernier principe hologrammique qui permet de comprendre les systèmes comme des entités interconnectées où chaque élément du système est en relation avec le tout.
Donc, notre approche est construite sous forme de systèmes sociaux, comme on voit dans la présentation. Donc, elle est construite sous forme de systèmes sociaux d'emboîtement hiérarchisé où le sujet est au centre et autour de celui-ci existe une série d'environnements classés du plus proche au plus éloigné, au plus éloigné selon son influence sur le sujet de problème. Donc, il s'agit du modèle de Bronfenbrenner avec ses 5 niveaux, du micro, méso, exo et macrosystème, et qui reflète une dynamique réciproque et interdépendante exprimée par l'interaction entre le sujet, qui est l'ontosystème, et les autres systèmes, qui est l'environnement du sujet. Ici je présente l'utilité de la pensée complexe au niveau de la réserve de biosphère d'Arganrey. Donc pour le premier principe, la boucle rétroactive. Donc à travers ce principe, et donc il faut établir des systèmes de surveillance, une planification de la communication interacteur, une évaluation des politiques, etc. À travers la boucle récursive, donc il faut que chaque acteur amène des actions qui engendrent des effets sur la structure dont il appartient ou à leur et à leur tour, les structures influencent les comportements individuels de chaque acteur. Donc, le principe dialogique, il s'interroge sur la capacité à trouver des décisions qui sont des décisions qui partent vers l'intérêt commun à travers une panoplie de décisions. Le principe d'auto-éco-organisation, il permet de voir la capacité d'adaptation des acteurs face au changement. Et le principe de systémique, il permet de mettre en avant l'interconnectivité entre ces acteurs, et le principe hologrammique, il permet de voir la manière dont il est conçu le système dans sa globalité. Donc, on a positionné au niveau de l'approche socio-écologique, on a positionné la réserve de biosphère d'Arganrey comme dans le niveau ontosystème. Donc, elle est le sujet problème. Donc, on va voir les caractéristiques liées aux compétences, aux vulnérabilités, aux déficits de la ressource d'une part et de la population locale d'autre part. Au niveau microsystème, il existe un ensemble d'acteurs locaux, donc les ménages, les associations, les coopératives, les agriculteurs, les éleveurs et autres acteurs qui influencent de manière directe l'entosystème. Donc au niveau de le mésosystème, c'est l'ensemble des microsystèmes qui permettent d'influencer l'entosystème et aussi c'est l'interaction entre l'ensemble des microsystèmes. Au niveau de l'exosystème, on trouve l'ensemble des schémas nationaux et les schémas nationaux et régionaux de développement durable et de la protection de l'environnement au niveau de la réserve, les partenariats publics-privés impliqués dans la gestion de la réserve, les organisations internationales ainsi que les accords internationaux. Au niveau macro, on trouve les tendances mondiales en matière de conservation de la biodiversité, on trouve aussi les politiques internationales liées à la protection et les valeurs culturelles et sociales qui permettent d'influencer sur le long terme la réserve de biosphère. Donc, pour un bon fonctionnement du système de gouvernance, la réserve a besoin de réussir plusieurs éléments, comme vous voyez dans le tableau. Donc, il faut qu'elle permette le renforcement des capacités institutionnelles, la participation citoyenne, le renforcement des approches participatives, la sensibilisation à l'éducation de l'environnement au niveau de la réserve, etc. Donc, ces éléments
Donc ces éléments, ils permettent d'établir une politique basée sur la résilience, l'adaptation et la tentative d'atténuation des changements climatiques au niveau de la réserve. D'où le rôle de l'approche socio-écologique qui favorise d'un côté la connexion entre les différents niveaux et en prenant en compte les potentialités écologiques, socio-économiques, politiques et culturelles des territoires de la réserve, permet aussi d'encourager les pratiques respectueuses de l'environnement et de positionner les acteurs en tant que leaders. Donc, on a parti du fait que la réserve de biosphère est un modèle opérationnel de mise en place des objectifs de développement durable par la création de projets et d'initiatives permettant d'un côté la conservation et la protection de la biodiversité et d'un autre côté la protection et la valorisation des ressources territoriales. À ce niveau, la réserve de biosphère, à travers des approches innovantes de la résilience, telles que l'approche socio-écologique, elle permet de parvenir à l'empowerment des acteurs à travers, d'un côté, l'analyse de l'influence, l'adaptation de chaque acteur vis-à-vis les autres acteurs, et d'un autre côté, le développement des interactions entre eux. Ce qui permet la consolidation du système de gouvernance et de partir du passage de la réserve de biosphère d'Arganré à la réserve de biosphère d'Arganré réactive. Donc, pour enfin dire que ce modèle, à travers sa constitution imbriquée, permet l'intégration efficace du changement climatique dans les différents niveaux. Donc, cette imbrication reflète en effet une dynamique réciproque et interdépendante exprimée par l'interaction entre la réserve de biosphère d'Arganré au niveau de l'ontosystème et les autres systèmes. Donc, ce qui est devenu une exigence urgente à réaliser pour relever les défis de l'épuisement des ressources de la RBA, label MAB de l'UNESCO. Merci. C'est bon. Merci mademoiselle Hala d'avoir respecté le temps imparti. Donc c'est très bien, bravo. Dans votre communication, vous avez très bien essayé de démontrer l'intérêt d'appliquer l'approche socio-écologique dans la gestion de la durabilité de la RBA. L'intérêt de l'appliquer cette notion, je crois que l'intérêt est manifeste, car l'approche, il prend en considération les différents acteurs qui agissent dans la RBA. Au-delà, manifeste aussi, car l'approche, il a une vision très large qui prend en considération l'interaction entre les relations de façon systémique entre les différents acteurs. C'est très bien. Donc, sans transition aucune, je passerai automatiquement à la prochaine communication qui a un effet écho avec la première présentation de mademoiselle Kassou Souhir, qui nous vient de l'université Qadiriya de Marrakech, sa présentation portera sur les projets de développement local face aux défis des comportements des acteurs dans la réserve de biosphère d'Arganré. Donc c'est une approche par projet, son intérêt. À vous la parole, mademoiselle. Alors, notre sujet de recherche s'intitule « Les projets de développement local face aux défis des comportements des acteurs dans la réserve de biosphère de l'Arganré ». Donc, comme introduction, alors le Maroc traverse actuellement un épisode de sécheresse sévère, ce qui affecte tous les milieux de vie, y compris la réserve de biosphère de l'Arganré. Et parmi les mesures entreprises par l'État pour pallier à ce phénomène, on cite initialement des programmes et projets visant la régénération et la préservation de l'Arganré. Alors, ceci à travers l'instauration des bonnes pratiques environnementales et sociales via
notamment le renforcement des capacités des acteurs clés de la réserve, la sensibilisation des populations locales en matière des principes de préservation et aussi permettre leur insertion économique, et aussi à travers le recours à la régénération de l'art gagné par plantation. Donc, notre problématique, c'est comment peut-on influencer positivement les comportements des acteurs pour atteindre les objectifs des projets de développement au sein de la RBA, et quels critères à prendre en considération pour réussir une approche par projet. Aussi, les objectifs s'articulent autour de l'étude de l'impact des forces, des limites et des contraintes d'une approche par projet à propos d'un cas d'étude, et mettre en exergue le rôle important que revêt la communication et les relations interacteurs dans l'implémentation des projets, et aussi l'étude de l'influence des comportements des acteurs. Donc, la méthodologie, c'est en se basant sur des recherches bibliographiques, des conclusions issues à partir des discours avec des acteurs administratifs et associatifs dans le cadre de notre travail de thèse, y compris par exemple des acteurs de la DPA, de l'Agence nationale des eaux et forêts, de l'Anzoa, la province d'Essaouira, et des bénéficiaires du projet d'ARED au niveau de la commune Essaouite, au niveau de la province d'Essaouira. Donc, les résultats se divisent en deux. Le premier point d'attaque, donc nos résultats se divisent en deux. Notre premier point d'attaque serait l'étude d'une approche par projet et sa relation avec un cas concret d'un projet d'étude. Alors, nous allons appréhender le projet d'arboriculture depuis 4 côtés, ou bien 4 façades. Une étude autour du projet, au-delà du projet, dans le projet et par projet. Donc, l'étude autour du projet vise à appréhender le contexte historique du territoire, c'est-à-dire les politiques publiques existantes, la culture et l'économie de base. Dans notre cas, c'était à partir de l'organisation de plusieurs sessions de sensibilisation de la population locale, puis afin d'obtenir son accord pour appréhender l'approche participative dans le cas de l'approche participative, et ensuite de faire un diagnostic participatif. Et tout au long de cette façade, les obstacles rencontrés, c'était des cas par exemple de résistance, de peur et de défiance de la part des populations locales ou bien des acteurs locaux à cause des approches précédentes de l'implémentation des projets. Alors, pour se remédier à ça, nous avons remarqué que le partage d'expériences réussites avec les populations locales et de permettre une influence positive et de permettre aussi la circulation, ou bien la positive circulation des informations, peut aider à regagner la confiance de ces acteurs locaux envers les projets de développement. Deuxièmement, l'étude au-delà du projet vise à anticiper les effets extérieurs non programmés du projet. Par exemple, dans ce cas-là, on assiste à un manque de ressources en eau, des défis de sécheresse et de changement climatique, par exemple, le manque des ressources en eau sur le plan environnemental, l'incapacité financière d'assurer les coûts d'irrigation de la part des populations locales sur le plan économique, et ce qui fait un désengagement et une démotivation sur le plan social ou bien psychique des populations locales. Ensuite, l'étude dans le projet vise à construire une réflexion sur les réseaux provoqués par le projet au niveau local et de soulever le rôle des différents acteurs intervenants. Cela se base sur la structuration et l'organisation des acteurs locaux dans le cas du projet d'arboriculture, par exemple en des associations, des coopératives et des GIE. Aussi sur le renforcement des liens d'échange et de communication qu'a provoqué le projet, des liens de communication entre la société civile et les administrations d'une part, et entre les acteurs locaux entre eux-mêmes. Ce qui fait pour atteindre l'objectif global qui est de monter un projet de territoire.
Alors, enfin, l'étude par projet, c'est aussi cette imbrication ou bien c'est cette complémentarité entre la théorie et la réalité, c'est-à-dire entre les recherches scientifiques et les sorties de terrain. Notre deuxième point d'attaque, c'est de voir les défis des comportements des acteurs face au projet de la RBA. Alors, notre réflexion part du fait que les sources des contraintes des projets de développement de la RBA sont à aspect ou bien peuvent être à aspect humain de base comportementale, c'est-à-dire tout ce qui est connaissances, attitudes, normes et croyances et comportements des acteurs locaux. Alors, on peut dire que plus les comportements des populations locales ou bien des acteurs locaux sont positifs, moins on aurait des contraintes des projets de développement de la RBA. Donc, on parle ici d'une relation d'influence entre les comportements et les projets de développement. Alors, la question qui se pose ici, c'est comment influencer les comportements des acteurs locaux pour provoquer des changements qui sont positifs. Alors, pour répondre à cette question, émerge l'approche de communication pour les changements sociaux. Donc, l'approche de communication pour les changements sociaux est une approche qui favorise les changements dans plusieurs aspects des populations d'une personne. Comme on a parlé ici, des changements dans les connaissances, les attitudes, les normes, les croyances et les comportements. Son objectif, alors, elle a pour objectif, elle favorise le changement dans plusieurs aspects et elle représente une alternative de l'ancien modèle d'implantation des projets qui prédominait dans notre champ d'investigation. Ainsi, elle permet d'interpeller tous les acteurs institutionnels à ouvrir le dialogue avec les acteurs locaux pour s'assurer que les pratiques de communication et de consultation sont entreprises pour intégrer et sont entreprises dans les modèles de l'organisation sociale. Alors, ce schéma, ce sont les indicateurs d'influence qui influencent les comportements des acteurs. Alors, par exemple, la confiance, les principes d'éthique et la responsabilité sont les trois indicateurs d'influence des comportements des acteurs. Ici, c'est un schéma qui représente ou bien qui conclut notre étude. Alors, on a ici les pressions sur l'RBA. On a deux pressions, des contraintes qui sont naturelles, comme par exemple la sécheresse, le stress hydrique, etc. Et des contraintes qui sont de base comportementale ou bien humaine, des défis qui sont liés au comportement des acteurs. Alors, ces comportements des acteurs sont influencés, comme on a dit, par des indicateurs, la confiance, la responsabilisation et les principes d'éthique. Alors, ce qui provoque une décision, que ça soit positive ou bien négative. Alors, ce comportement positif va influencer le projet d'une manière négative, c'est-à-dire on va avoir un processus de développement non achevé et le comportement positif va avoir une réussite du projet et puis de développement et la préservation de l'art gamérique. Voilà, merci pour votre attention. Merci mademoiselle Kasso. Donc, qui a présenté dans le même contexte que la communication précédente. Vous avez essayé à travers votre communication, de mettre en lumière le concept de développement local ou territorial appliqué à un projet d'arganiculture à Essaouira. Au-delà de ça, vous avez essayé d'explorer aussi et d'exposer l'intérêt de côté relationnel et coopératif des acteurs dans la gestion des projets, surtout dans la gestion et la réussite des projets territoriaux au sein de la RBA. Donc, c'est très bien. Donc, je passerai à la troisième communication de mon collègue qui nous est venu de l'Université Ibn Zohar, c'est Oulmouddin Aziz, pour nous parler de la réserve d'une communication intitulée La réserve de biosphère arganière, l'entrepreneuriat dans l'écotourisme, opportunités et contraintes. À vous la parole, c'est Oulmouddin.
Donc, merci beaucoup, Monsieur Saidi. Donc, je remercie à travers cette occasion les organisateurs qui ont l'habitude d'organiser cette manifestation depuis déjà, on va dire, des années, et que donnent aux chercheurs, on va dire, l'occasion de brasser un petit peu leurs idées. Donc, je remercie aussi la présence, d'être là. Voilà, donc sans plus tarder, notre communication s'intitule « L'entrepreneuriat dans l'écosystème opportunités et contraintes », notamment dans la RBA. Ce travail a été réalisé par moi-même et par ma doctorante qui n'a pas pu être là et présenter ce travail, Fatima Benchaker. Donc sans plus tarder, l'architecture de notre présentation s'articule autour de ces 6 étapes. Une introduction, problématique, concept de base, matériel et méthode, discussion et conclusion. Donc la réflexion nous est venue en quelque sorte à travers, on va dire, le croisement de plusieurs centres d'intérêt. Le premier, c'est l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat en milieu rural. L'actualité de la semaine dernière a été marquée notamment par la publication d'un rapport du CCE et qui a notamment parlé du chômage et, on va dire, des ninis, c'est-à-dire des personnes qui n'ont ni emploi, ni au travail, etc. Donc, le chômage est une préoccupation très importante. Et donc, l'entrepreneuriat, et surtout en milieu rural, est un enjeu crucial, à la fois pour créer des emplois, pour générer des revenus et pour fixer aussi les populations. Et pour préserver surtout, on va dire, dans le cas particulier dans lequel nous intervenons la RBA, c'est-à-dire préserver l'écosystème. Bien sûr, de plus en plus, on va dire, l'approche économique à elle seule n'est plus suffisante. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, les Nations Unies, les pays, les organisations prennent conscience du rôle et de l'intérêt que doivent jouer, on va dire, le développement durable. Dans cette optique, le tourisme, bien sûr, comme étant la première industrie dans le monde et qui génère, on va dire, des flux énormes. Le Maroc s'est inscrit depuis les années 60 dans, on va dire, ce choix économique stratégique. Bien sûr, il y a eu des stratégies qui ont évolué avec le temps, notamment avec la vision 2010 et aujourd'hui la vision, on va dire, 2020. Pour avoir une échelle, on va dire, de mesure, le tourisme, si vous voulez, il change. Les consommateurs aussi, si vous voulez, ils évoluent. Et l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, considère que l'écotourisme est aujourd'hui un marché viable et qui est constitué de plusieurs millions, on va dire, de clients potentiels, et notamment pour le Maroc. Donc l'écotourisme représente 25% du tourisme touristique mondial et devrait croître de 10 à 15% dans les années à venir. Donc l'écotourisme via l'éco-entrepreneuriat peut favoriser le développement des petites et moyennes entreprises qui fournissent les biens et services aux visiteurs tels que l'hébergement, le transport, la nourriture, les guidages, l'artisanat et bien sûr tout ce qui est souvenir. Donc, ces PME peuvent créer des emplois, des revenus et des compétences pour la population locale, en particulier pour les femmes, les jeunes et les groupes autochtones. Il est donc vital de veiller à se tenir sur le plan technique, financier, les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de l'activité écotouristique. On veut de leur permettre de se constituer et de se développer de façon durable. Voilà un petit peu, on va dire, le contexte dans lequel, on va dire, baigne notre problématique, qui consiste à un questionnement qui prend la forme suivante. L'écotourisme peut-il être considéré comme un outil de gestion de l'écosystème? Et donc, dans quelle mesure l'écotourisme peut-elle être un garant de la viabilité et de la pérennité notamment de la RBA? Bien sûr, notre travail il a consisté, bien sûr, à une revue de littérature qui a mobilisé beaucoup de concepts
mais aussi une étude terrain que nous allons aborder par la suite. Bien sûr, l'entrepreneuriat durable est aujourd'hui, on va pas dire à la mode, mais il est devenu une nécessité. La prise en compte de la variable environnementale est une nécessité. Il y a des cahiers de charges, il y a notamment, on va dire, des études d'impact, il y a énormément, on va dire, de contraintes, mais aussi d'exigences qui sont nécessitées pour la durabilité, notamment de l'environnement. On va dire, l'éco-entrepreneuriat émerge notamment le concept de l'éco-tourisme, qui est une variante assez récente, comme on l'a dit, et qui prend en considération, on va dire, l'environnement. Notamment, si vous voulez, la biodiversité pay for itself, c'est-à-dire un écosystème doit être viable économiquement aussi pour garantir une pérennité et une durabilité dans le temps. Bien sûr, les zones protégées, notamment l'RBA, est constituée, bien sûr, et s'étale sur plusieurs kilomètres et peuplée, on va dire, de plusieurs millions de personnes, qui constituent à la fois une contrainte, mais aussi une ressource qui doit être mobilisée et adaptée pour cela. Donc, notre étude en elle-même, si vous voulez, c'est une étude exploratoire. Nous nous sommes limités, si vous voulez, à la région de Souss Massa. Nous avons essayé d'approcher à travers des guides d'entretien un ensemble d'acteurs, notamment la wilaya de Souss Massa, le conseil régional de Souss Massa, la délégation du tourisme, Agadir, la société, on va dire, d'ingénierie touristique, l'association du pays d'accueil touristique, le réseau de développement, le RDTR de développement rural, le CPT de Stuka et plusieurs intervenants, si vous voulez, professionnels, notamment des propriétaires de gîtes et d'auberges. La discussion en elle-même, si vous voulez, la durabilité de l'exploitation est donc devenue une question centrale. Les objectifs principaux de la gestion de l'organerie sont à la fois la durabilité de l'exploitation de la ressource, ce qui a été discuté longuement, on va dire, depuis hier, la rentabilité économique de l'exploitation, et ce qu'on évoque et ce qu'on suggère, c'est qu'on va dire l'organerie et l'exploitation, on va dire, de la forêt à elle seule n'est plus suffisant. Et donc, il faut une autre alternative que constitue notamment l'écotourisme pour, à la fois, comme on l'a dit, résorber le chômage, donner une alternative viable économiquement pour ces gens-là. La préservation des emplois, voilà. L'avantage de l'écotourisme dans les zones protégées, donc il contribue à la conservation de la biodiversité en limitant bien sûr l'impact humain et en donnant des alternatives. Les recettes générées par l'écotourisme permettent de financer les activités de gestion et de protection des zones protégées, contribuant ainsi à la conservation de la faune et de la flore. Un développement économique local. L'écotourisme crée des emplois, stimule l'économie locale en favorisant le développement d'activités telles que l'hébergement, la restauration, l'artisanat, valorisation du patrimoine culturel et bien sûr l'éducation et la sensibilisation. Dans la réalité, ce qui a été, on va dire, révélé par notre sondage, c'est que dans la région, on compte que 305 établissements d'hébergement rural, ce qui est dérisoire par rapport à la capacité, on va dire, d'une destination qui est majoritairement, on va dire, commercialisée, mais aussi, on va dire, une destination balnéaire. La capacité aussi, elle se limite à 2700 lits. Pour les campings, puisqu'il y a une forte affluence de ce type particulier de tourisme dans notre région, il y a énormément, on va dire, de campistes, de caravanes, en quelque sorte, on va dire, qui fréquentent cette région-là.
le nombre d'emplois générés par ces établissements-là, comme vous le voyez, il est aussi très dérisoire. C'est-à-dire il n'y a que 800 postes. Donc actuellement, la demande touristique dans cet espace rural de Souss-Massa n'a jusqu'à présent pas encore fait l'objet d'une étude quantitative particulière, mais le taux de fréquentation touristique dans la principale ville d'Agadir peuvent donner, on va dire, une idée sur les flux en milieu rural. Ça, si vous voulez, c'est une donnée secondaire qu'on a recueillie d'un travail de thèse de 2002, Monsieur El Hello, à l'Université de Montréal. Donc, il a fait cette estimation, cette projection. Donc, en 2017, Agadir a recensé près de presque 1 million d'arrivées de touristes avec une durée moyenne de séjour de 4,7 jours. Quant au nombre de touristes visitant l'arrière-pays d'Agadir, il est estimé à presque 25%, on va dire, de cette manne des arrivées totales. Et voilà. Et donc, soit près, on va dire, de 246 000 visiteurs. En matière de nuitées, il est estimé à 7% de ces visiteurs visitent l'arrière-pays, passent au moins une nuit, ce qui équivaut à 24 personnes en moyenne par jour, soit 8 500 nuitées par an. Et donc, là, on veut mettre tout simplement la lumière sur le côté un petit peu dérisoire, puisque jusqu'à aujourd'hui, on va dire la destination, l'arrière-pays, notamment, on va dire la zone de la RBRA, est commercialisée en tant tout simplement que produits secondaires et qu'il n'y a que des excursions qui sont faites vers ces destinations-là. Des efforts, on va dire, ont été faits. Donc, on va essayer de passer en revue ce qui a été réalisé et qui reste, bien sûr, on doit capitaliser sur ça et envisager notamment, on va dire, des points d'amélioration. Donc, depuis déjà la vision 2010, depuis les années 2000, il y a eu la création, on va dire, de ce qu'on appelle les pays d'accueil touristique, notamment le PATI, le pays d'accueil touristique Iddaoutanan, qui s'étale sur notre région. Malheureusement, bien sûr, il a été confié à une association. Il y a eu, voilà, énormément de problèmes pour concrétiser et pour viabiliser ce concept. Vers les années 2010, il y a eu la création pour la première fois, si vous voulez, d'un réseau qui regroupe notamment des gîtes. Au départ, si vous voulez, c'était la région Souss-Massa-Draa. Aujourd'hui, c'est la région Souss-Massa. Et ça regroupe notamment les différents intervenants au niveau touristique. Voilà. Donc, des efforts aussi ont été faits à travers la labellisation. Et donc, les touristes doivent être conscients que le produit qu'ils vont consommer respecte un cahier de charge, répond, si vous voulez, à une volonté de préserver et de répondre à des préoccupations, on va dire, environnementales. Dans ce sens, si vous voulez, le RDTR, avec notamment, on va dire, le héros, avait notamment adopté le label qualité et environnement, et qui consacre bien sûr les entités touristiques qui respectent, on va dire, les normes à travers l'attribution de fébules, on va dire d'une fébule, une étoile, une fébule à 4. Bien sûr, dans ce sens aussi, si vous voulez, il y a un autre label qui est national, c'est la Clé Verte, qui a été porté par la Fondation de l'éducation et de l'environnement. Voilà, sans plus tarder. Il y a eu récemment en 2018 la création d'un bras touristique de la région. C'est notamment, on va dire, la Société de développement régional de tourisme qui chapeaute aujourd'hui, qui est, on va dire, là pour accompagner le développement touristique de toute la destination. Sans plus tarder, voilà, donc plusieurs initiatives, peut-être que j'ai consommé déjà beaucoup de temps, mais je vais retenir peut-être, on va dire, les points les plus importants.
Donc, la SDR, Souss-Massa, a lancé une étude en 2019 portant sur la conception d'aménagements touristiques et paysagères de 10 sites touristiques mobilisant un budget de 2,26 millions de dirhams. Les 10 sites relèvent du pays d'accueil touristique. Donc, on essaye de revitaliser, on va dire, cette structure. Il y a notamment la construction de la maison du Pati. Il y a notamment aussi, si vous voulez, l'arrière-pays, le sauvegarde et l'aménagement de la grotte de Wint Medouine, l'aménagement de la vallée du Paradis, la valorisation des ruches d'Inzerki, l'aménagement touristique de la vallée d'Aït Mansour et la réhabilitation des sites archéologiques d'Éguélise, la valorisation de la palmeraie de Tuyout, et j'en passe. Ce qui nous intéresse le plus, si vous voulez, c'est un accompagnement à travers une cagnotte de 10 millions de dirhams. Ce projet envisage d'améliorer la qualité de l'offre d'hébergement touristique en milieu rural, menée par la Société de développement touristique. Le projet fait suite à la demande du réseau du RDTR et sur recommandation de la commission Souss-Massa. La visibilité, si vous voulez, elle est bonne, mais on va dire, on doit joindre aussi, si vous voulez, la main aux paroles. Dans ce sens, il y a la feuille de route touristique au Maroc 2023-2030, donc envisagée par les pouvoirs publics. Il vise l'amélioration de l'attractivité des territoires via un chantier prioritaire au cours des 3 prochaines années, avec un budget de 2 milliards de dirhams qui seront mobilisés d'ici 2026 et qui seront financés par la SMIT, la région, pour notamment lancer plus de 1500 petites et moyennes entreprises innovantes sur ce territoire. Il y a aussi, si vous voulez, la stratégie forêt du Maroc 2020-2030 aussi qui vient s'imbriquer. Ici, c'est le cas notamment de l'ANEF, l'Agence nationale des eaux et forêts. Voilà. À ce titre, l'ANEF mise sur la création d'une marque parc national, le marketing des produits de services labellisés, le développement d'une infrastructure adéquate et la mise en place de parcours naturels adaptés aux adeptes de la nature. Le site choisi, on va dire, dans notre région, c'est notamment, on va dire, le parc naturel de Souss-Massa. Il y a aussi, on va dire, la société civile qui intervient, notamment l'association marocaine pour l'écotourisme et la protection de la nature, qui a déjà démarré, on va dire, un projet pilote au niveau d'Ifrane, mais aussi au niveau, on va dire, de Chefchaouen. Voilà. Donc, il y a aussi peut-être un problème au niveau de la réglementation qui reste à résoudre pour encourager et pour, on va dire, rendre accessible l'entrepreneuriat dans l'écotourisme. C'est notamment, on va dire, chez l'habitant. On va dire chez l'habitant, c'est un concept qui est mondialement connu, mais jusqu'à présent, au Maroc, il n'arrive pas à prendre l'élan qu'il faut, suite notamment à des points de résistance et peut-être aussi, si vous voulez, à l'impératif sécuritaire qui domine jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un texte de loi, mais qui est très rigide et bien sûr, ça se fait malheureusement aujourd'hui, si vous voulez, sous les radars, c'est-à-dire à travers l'informel. Voilà, donc sans plus tarder, une petite conclusion. Donc, l'écotourisme offre un modèle de développement économique viable pour les zones protégées, contribuant à la fois à la conservation de la nature, au bien-être des communautés locales, en adoptant des pratiques responsables et s'engageant dans une démarche participative. L'écotourisme peut jouer un rôle crucial dans la construction d'un avenir durable pour les populations et les écosystèmes de la planète et de la RBA. Voilà, sans plus tarder, je vous remercie. Bienvenue à vos questions et remarques par la suite. Merci. Merci, cher collègue Olmoudin. Donc, merci pour votre communication. Votre propos questionne le rôle que peut jouer une dynamique entrepreneuriale, touristique, dans le développement des terroirs de l'Arganeraie
Et plus précisément, vous avez insisté sur les zones rurales. Et c'est là tout l'enjeu. Donc, surtout quand on sait que la plupart des jeunes, des milieux ruraux ont été vidés de leurs forces vives. Donc, autrement dit, vous avez essayé d'explorer l'écotourisme comme étant, comme vous avez dit, un outil de gestion de l'écosystème. Et je retiens le résultat ou la réalité, comme vous avez dit, que la filière de l'écotourisme reste très peu développée au niveau de la RBA. Et on se demande pourquoi. On aura peut-être le temps d'en discuter après les communications. Donc, sans transition, je passerai à la quatrième, oui, voilà, la quatrième communication, donc de Monsieur Bertram Turner, qui nous vient de l'Allemagne, à travers une approche ethnographique. Il va nous parler des droits de la nature et le statut des personnes morales. Il questionne s'ils permettent de nouvelles trajectoires dans la conservation de l'Ariane. C'est un concept nouveau dans son application, mais c'est quelque chose d'original, on va voir. À vous la parole. Merci. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for having me here, and congratulations to the organizers for having organized this amazing event. Et messieurs, dames, j'ai remarqué que ce n'était pas tellement une bonne idée de préparer une présentation en anglais. Donc, je vais essayer de me traduire moi-même en français. Soyez clément avec moi. Je ne sais pas comment ça marche. Ça peut devenir un désastre, on va voir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a entre vous et la pause, il y a seulement un truc, c'est moi. Alors, on va surmonter ça et ça y est. Ma présentation sera deux parties. Une partie plutôt générale et un exemple ethnographique. La question, la situation générale est que nous tous, nous vivons dans l'ère d'Anthropocène. Ce que veut dire que la population humaine est en train de détruire définitivement la base de sa propre existence. Donc, quoi faire? Ce que veut dire que nos systèmes économiques, que nos systèmes juridiques, que nos systèmes de vivre, de produire ne marchent plus. Et si vous jetez un coup d'œil sur le cadre juridique, vous remarquez que ça fait partie de la situation. Le cadre juridique est co-responsable pour la situation que nous vivons maintenant. Alors aussi, le droit international a échoué et nous a poussé dans la situation dans laquelle nous trouvons maintenant. Dans cette situation, la question s'impose, quoi faire? Et je voudrais vous introduire dans la discussion qui est actuellement en train, dans le niveau international, global, quoi faire dans cette situation juridique. La première revendication, c'est la décolonisation du système juridique international. La deuxième est la décentralisation de l'être humain dans le droit et de pousser l'environnement, la nature, rétablir en ses propres droits. Comment faire ça? Il y a un modèle juridique expérimenté, ce que nous savons tous, c'est la personne juridique qu'on pourrait utiliser, et ça c'est en discussion, pour
la protection de l'environnement, pour la protection de la nature. Vous savez, nous sommes tous des personnes juridiques naturelles. Il y a aussi des personnes juridiques artificielles, comme des entreprises, par exemple. Pourquoi pas aussi établir un modèle de la personne juridique qui inclut aussi autres espèces, autres êtres vivants dans ce modèle. Et très souvent, vous trouvez ces revendications dans un contexte des peuplements indigènes qui font des revendications pour avoir disons, des droits de l'homme étendus, qui incluent leur environnement et la nature dans la protection de leur personne juridique. Voici un petit le contenu de mon texte écrit de la publication. Je ne vais pas entrer dans les détails, juste paraphraser un peu l'idée. Alors, et cette discussion a déjà produit des résultats. Vous savez que dans le monde entier, il y a déjà plusieurs endroits, écosystèmes, phénomènes naturels qui jouissent aujourd'hui de cette forme de protection juridique. Le premier cas était la fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande. C'est maintenant une personne juridique avec son propre droit est protégée, et les gens qui vivent avec cette fleuve sont ceux qui sont chargés avec la responsabilité pour cette construction. Et pour moi, après 30 ans de recherche dans l'Arganeret concernant le cadre socio-juridique, je me pose la question, est-ce que ce modèle peut attribuer à la sécurité juridique de la forêt, de l'Arganeret, etc. Je commence maintenant avec la deuxième partie. Voilà ce que vous voyez ici. Les régions ici sont là où j'ai rencontré des gens et j'ai eu des conversations avec des gens sur un truc spécial. J'ai trouvé une bande dessinée qui raconte la cosmogonie de l'arbre d'Argan. C'est une histoire assez fantastique. Ça vient d'un milieu d'activisme amazigh. Et disons, les images et l'histoire est un peu fantastique. Et j'ai montré cette bande dessinée à beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas montrer à n'importe qui. Il faut dire que si vous rencontrez des gens qui ont un certain intérêt dans la matière, des gens sages, qui s'intéressent à des anciennes histoires, là, vous pouvez avoir des résultats. Et j'ai montré cette bande dessinée, voilà le titre, et j'ai posé des questions. Qu'est-ce que vous voyez dans les images? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi votre propre interprétation? Et le résultat était étonnant pour moi. Beaucoup de gens m'ont dit, c'est exactement ça ce que je voulais dire. D'ailleurs, c'est pas un argument juridique strictement dit, mais l'interprétation fait vivre ces images, l'interprétation locale fait vivre ces images et vous donne une idée de la pensée des gens de la montagne, et que cette conception d'une personne juridique étendue est bien établie.
L'argument que j'ai écouté 1000 fois, c'était nous dépendons de cet arbre, mais l'arbre dépend aussi de nous. Nous sommes ensemble et c'est ça ce qu'on a écouté hier. Le docteur Fawzi a dit ça, ce qu'on appelle en anglais extended assemblage, un assemblage étendu qui inclut des êtres qui dépendent des uns des autres et donc devraient jouir d'une protection comme personne juridique étendue. C'est plus ou moins tout ce que je dis. Je vais vous montrer encore seulement quelque peu de ces images. C'est une longue histoire. Vous voyez ici le héros, Monsieur Mazir. Je pense plusieurs de vous le connaissent. Et son épouse, Madame Estia. La situation est la suivante. Le pays se trouve dans une situation terrible à cause de la famine. Alors le héros est envoyé par la communauté, par le village. Le héros est envoyé pour trouver une solution. Alors après beaucoup d'aventures incroyables, le résultat est il a trouvé pas de solution. Il retourne chez soi juste pour constater que la solution se trouve là où se trouve le problème. Alors sa femme, son épouse a aussi des capacités spirituelles et l'histoire c'est sur la naissance de l'arbre par l'homme. Vous voyez ici le monsieur qui se transforme dans l'arbre, juste pour constater que l'arbre n'est pas fertile. Et après des complications, je ne vais pas vous donner les détails, mais après des complications, il se trouve la situation que sa femme sera enterrée près de cet arbre. Et cette réunion du couple sous l'arbre produit les premiers fruits de l'arganerie. Et je me suis posé la question si c'est une version officielle ou est-ce qu'il y a des versions locales. Et il y en a. De toute façon, les gens racontent des histoires plus ou moins pareilles dans la grande région de l'Arganerie. Plus ou moins, les détails, c'est toujours différent. Il y a toujours des différences en détail, mais l'idée que l'arbre, ou souvent on vous parle de la naissance de l'arbre et de l'homme en même temps. Ça aussi, il y a plusieurs versions. Donc, ce que je veux dire, c'est la conception théorique d'une personne juridique étendue qui inclut l'arbre, l'homme et l'environnement, ça existe déjà. C'est pas nouveau, ça existe depuis je ne sais pas quand. Et donc, les revendications juridiques qu'on écoute un peu partout dans le monde à ce moment-là peut s'appliquer aussi au Maroc, peut s'appliquer aussi en Arganerie. Et la question, c'est pas moi à faire une décision sur ça, c'est l'affaire des gens, ce qu'ils veulent. La seule chose que je fais ici, c'est vous présenter ça et vous poser la question, ce que vous posez sur ces approches juridiques et ces approches, disons, empiriques. Si vous demandez les gens ce qu'elles veulent, quelle sorte de protection juridique elles envisagent et quoi faire pour établir un système, un cadre juridique sérieux qui est effectif, assez effectif pour protéger la survie de l'humanité. Merci.
Merci, Monsieur Bertram. Donc, je retiens la première partie de votre exposé qui qui se demande si les droits de la nature, c'est un concept certes ancien, mais qui s'applique un peu partout en ce moment, qui peut offrir une voie vers une amélioration de la situation de la forêt d'Arganré. Pour vous, attribuer ou reconnaître les droits de la nature est une solution environnementale, une solution écologique, environnementale que vit notre Arganré. Mais bon, il ne faut pas oublier que la particularité de l'Arganré ou l'espace Arganré, il y a deux types déjà de législation qui régissent cet espace. Il y a le droit coutumier déjà et la législation administrative. Bon, c'est une approche originale. Donc, sans tarder, donc, je vais passer à la phase discussion. Donc, nous avons écouté 4 communications très intéressantes qui ont toutes presque le même fil conducteur, donc cette relation qu'il a l'homme avec son espace. Donc, tout de suite, et sans tarder, je passe la parole à l'audience. Si vous avez souhaité ou si vous avez des questions à poser à l'un des candidats. D'accord. Je prends la liste. C'est monsieur? Thomas? Atan. Merci. Un deuxième. Isho, oui. Il y a des questions. Monsieur Negar. Pour un troisième. Peut-être une quatrième. Nidia. Je regarde le temps. Wafa? Belhassain. Moussou. C'est bon. Donc, il y a déjà 6 intervenants. Donc, je passerai la parole à M. Katan. Oui. Je demande juste d'être bref dans l'intervention. Merci. Ça, c'est pas évident. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, c'est Thomas Katal. Je travaille sur un projet de la coopération allemande et je m'occupe du volet professionnalisation des organisations agricoles et forestières. Bien. Merci pour les présentations qui ont été faites tout à l'heure. Je m'adresse particulièrement à Monsieur Siaziz sur la problématique de l'entrepreneuriat. J'ai cru avoir compris dans votre exposé que vous vouliez aborder le volet développement de l'entrepreneuriat, mais aussi on parlait des contraintes. C'est peut-être par contrainte de temps que vous n'avez peut-être pas eu le temps de présenter les contraintes. Je voudrais juste revenir sur 2 ou 3 petites choses. Vous êtes passé rapidement sur la stratégie forêt du Maroc. 2-3 chiffres. Accueillir 1 million de touristes à horizon 2030. Créer 200 ODF. Former 500 animateurs territoriaux. Ce sont des objectifs énormes. Pour parler de renforcement de capacité, il y a beaucoup de contraintes
qui n'ont peut-être pas été évoqués et qu'il est peut-être intéressant de mettre ici sur la table pour bien comprendre la problématique. La première des choses, c'est que en milieu rural, il y a beaucoup de jeunes promoteurs et de coopératives qui ne sont pas éligibles au programme de coopération et qui ne peuvent malheureusement pas, avec les approches actuelles, avec la manière dont on développe les formations ou les ateliers de renforcement de capacité, qui ne sont pas éligibles à ces programmes-là et qui, par conséquent, n'en bénéficieront pas si on ne change pas de méthode. Les mêmes comportements produisent les mêmes effets. Ensuite, le problème aussi en matière de contraintes, c'est que souvent, les programmes d'appui ont chacun leur méthode de renforcement de capacité où là ils utilisent différentes approches. Les approches sont des fois contradictoires pour des mêmes thématiques. Vous avez des porteurs de projets ou des entreprises qui bénéficient 4-5 fois de la même formation. Alors, est-ce que quelque part, dans le raisonnement global, on peut mettre en place un système qui puisse coordonner les efforts des différents bailleurs de fonds ou programmes pour justement avoir une cohérence dans les approches qui sont liées au renforcement de capacité. Ça c'est pour Sia Aziz. Pour Monsieur Turner, vielen Dank d'abord pour votre intervention et puis bon, je pense que je parlerai en français, c'est plus simple. Juste un avis. C'est très important de reprendre des histoires ou des contes pour les raconter aux enfants. C'est des choses qui se sont perdues malheureusement. Et l'essence même de l'appartenance ou de l'allégeance que les gosses font par rapport à ce qui leur a été raconté, les suit toute leur vie. Merci. Donc, je donnerai directement la parole à Monsieur Mouden et Monsieur Turner. Automatiquement. Donc, merci beaucoup. Donc, votre interrogation est pertinente. Effectivement, si vous voulez, suite à la limite du temps, et généralement pour résumer tout un article, c'est pas toujours une chose évidente. On passe parfois à côté des choses qui sont importantes. Donc, comme on l'a dit, si vous voulez, les contraintes, malheureusement, ils sont légion. Il y a des contraintes qui, si vous voulez, qu'on peut classer dans la suprastructure, c'est-à-dire des contraintes qui sont liées à la législation, comme vous l'avez dit, si vous voulez, qui n'est pas toujours harmonieuse. Il y a des contraintes qui sont liées à la multitude des intervenants qui ne coopèrent pas toujours et qui n'ont pas forcément, on va dire, les mêmes objectifs et qui donnent notamment, on va dire, la réalité que vous avez décrite, c'est-à-dire que parfois, on va dire, les mêmes personnes vont bénéficier peut-être, on va dire, de plusieurs programmes à la fois. Et même, pire, si vous voulez, il n'y a pas de suivi par la suite et c'est une délapidation, peut-être, on va dire, des ressources qui sont déjà très rares, on va dire, dans ce sens. Il y a aussi, si vous voulez, la problématique, comme on l'a dit, on va dire, des priorités. Si vous voulez, le Maroc, il veut être une destination majeure dans la Méditerranée au niveau du tourisme. Il a décliné depuis les années, on va dire, 2010, avec la vision 2010, la vision 2020, on va dire, des souhaits, parfois. Mais dans la réalité, si vous voulez, ça tarde, on va dire, vu les problématiques du foncier, les problématiques aussi, on va dire, liées dans la RBA, si vous voulez, au foncier, des problématiques qui sont liées au financement, des problématiques qui sont liées à l'analphabété, on va dire, des personnes qui sont analphabètes et qui ont du mal, si vous voulez, peut-être à suivre une voie structurée. Et aussi, comme on l'a dit, chez l'habitant, si vous voulez, il tarde à venir. Si vous voulez, il faut déclarer chez la police, il faut une commission, etc. pour accueillir, peut-être pour réserver une chambre ou peut-être accueillir 1 ou 2 touristes. D'accord ? Il y a aussi, on va dire, la problématique de l'infrastructure. Beaucoup de zones
notamment dans la RBA, sont difficilement, on va dire, accessibles. Et il n'y a pas toujours les commodités, comme on l'a dit, si vous voulez, puisque, on va dire, l'infrastructure touristique, elle est très, très réduite. Et comme on l'a dit, le produit arrière-pays est toujours un produit, on va dire, support en quelque sorte. C'est pas un produit principal. Ce qu'on défend et ce que je pense, on va dire, pour que la RBA, on va dire, soit pérenne et persiste dans le temps, il faut qu'il soit viable économiquement. À mon sens, jusqu'à aujourd'hui, il vit sous perfusion. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'aides, mais si on enlève peut-être, on va dire, tous ces soutiens, tout va s'effondrer du jour au lendemain. Donc, il faut que tout cet écosystème, si vous voulez, vient notamment. C'est pas que le tourisme, si vous voulez. Le tourisme, comme option économique, il vient en complément de ce qui existe déjà. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce que j'ai fait le tour de votre... Merci beaucoup. Merci, très bref. Je pense que ces histoires sont à la base de la pensée juridique locale. Deuxième point, entre-temps, on a perdu ces histoires. Mais la situation actuelle peut-être pouvait provoquer une renaissance. Pourquoi? Parce qu'il nous faut tout simplement une nouvelle logique juridique en général. Et on trouve des inspirations. Et ces histoires sont d'une certaine manière une traduction des devoirs d'une vision juridique locale. Alors il faut les prendre à sérieux d'une certaine manière. Je préfère comme ça, question-réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ziadi. Merci pour les exposants, pour la qualité de la présentation. Je vais revenir pour rapidement la présentation de C. Aziz. Avec beaucoup d'intérêt, on a suivi la présentation sur l'écotourisme. Moi, je pense qu'il faudra redéfinir c'est quoi l'écotourisme pour la RBA. Parce que l'écotourisme est un concept vague. On ne peut pas le généraliser. Enfin, l'écotourisme pour l'Italie, c'est pas l'écotourisme pour le Maroc, c'est pas. Il faudra rechercher les spécificités locales, à vrai dire, pour redéfinir c'est quoi l'écotourisme. Pour revenir à la région de Souss-Massa et la RBA, parce que il faut distinguer entre la RBA et la région de Souss-Massa, et notamment les données exposées ont concerné beaucoup plus la région de Souss-Massa. Et ça, c'est un autre problème, parce que la RBA reste quand même un territoire qui n'existe chez nous, c'est les eaux et forêts, c'est l'Anzois. Mais administrativement parlant, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Hein. La RBA, pour l'instant, elle n'a pas encore un directeur, elle n'a pas encore un schéma directeur de la RBA de gestion et tout, donc ça pose énormément de problèmes. Je pense qu'il y a un problème aussi de gouvernance, et vous l'avez cité, celui de la réglementation. Effectivement, vous avez raison sur la question d'hébergement, il y a une redéfinition de la loi et on a en fait les décrets d'application, il tarde pour sortir parce que l'hébergement chez l'habitant est devenu une composante assez... Je pense que la région manque aussi une vision développement tourisme parce qu'on part dans tous les sens et vous l'avez bien signalé, les politiques publiques, parfois c'est l'hébergement, parfois c'est l'aménagement des sites, parfois c'est réhabilitation d'hébergement et je pense aussi à un conflit qui est assez clair au niveau de la RBA, c'est vraiment le conflit interacteur entre les acteurs de la destination d'Agadir de littoral et de l'arrière-pays. C'est très compliqué. Hein. Ce n'est pas un produit, c'est deux produits différents et parfois les acteurs, notamment CRT, les acteurs qui travaillent sur le littoral, ils considèrent qu'ils sont en concurrence avec les acteurs de l'arrière-pays. Et c'est pour cela que on a beaucoup de problèmes à vraiment cerner l'offre et parler de la destination. Et effectivement, la feuille de route 2030, la feuille de route 2030 vient justement de se concentrer sur le développement les petites et moyennes entreprises touristiques sur la zone littorale.
Donc on revient encore une fois en arrière. Voilà, c'était une réflexion, Soziad. Merci. Donc, merci beaucoup pour vos questions et on va dire vos demandes peut-être de précision. Donc, bien sûr, notre présentation ne prétend pas épuiser, on va dire, les sujets, ni éclairer, on va dire, tous les recoins, on va dire, de la RBA. Comme on l'a dit, la RBA, si vous voulez, elle s'étale sur 3 régions, d'accord, sur plusieurs provinces, et donc c'est très difficile, si vous voulez, d'approcher tous les acteurs, comme on l'a dit, qui sont nombreux et pas toujours, on va dire, faciles à approcher. Donc, nous nous sommes limités, si vous voulez, à la région de Souss-Massa, qui est quand même, on va dire, une très grande région et qui concentre une grande partie, on va dire, de la RBA. Bien sûr, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas, on va dire, de notions particulières qui cernent, on va dire, le tourisme dans la RBA. Et donc, comme vous l'avez vu, on a assimilé peut-être plusieurs concepts, c'est-à-dire tourisme rural, tourisme dans la RBA, etc. Donc, c'est écotourisme. Donc, il n'y a pas de, on va dire, de données précises, on va dire bien distillées pour nous donner, voilà ce que vous dites. Mais on essaye d'approcher et d'assimiler au maximum, on va dire, la chose. Comme vous le dites, oui, on va dire, il y a peut-être un focus sur le tourisme balnéaire. Certes, c'est bien sûr une priorité pour notamment, on va dire, accueillir un maximum de touristes, etc. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, comme on l'a dit, on va dire les niches. Et l'Organisation mondiale du tourisme, si vous voulez, il nous donne cette perspective. On va dire, c'est un marché en croissance et un marché généralement qui est plus valorisant, c'est-à-dire la valeur ajoutée généralement est beaucoup plus importante que peut-être, on va dire, le tourisme du all-in inclusif par la suite. Voilà, peut-être spécificité locale de la RBA. Donc, la RBA, bien sûr, si vous voulez, elle n'est pas mise en valeur. Donc, peut-être, on va dire, une étude doit être menée directement auprès des intéressés, c'est-à-dire auprès des touristes, pour savoir est-ce que déjà ils savent, on va dire, quels produits ils consomment en quelque sorte. C'est-à-dire est-ce que on emballe comme il faut en quelque sorte, on va dire, est-ce qu'on leur vend, on va dire, le produit qu'ils cherchent. Mais comme on l'a dit, si vous voulez, il faut déjà le premier P. Si vous voulez, il faut product, il faut le produit. Le produit, comme on l'a dit, comme on l'a décrit, si vous voulez, il est minoritaire par rapport à cette, on va dire, à cet océan, on va dire, de tourisme de masse dans lequel, malheureusement, on va dire, baigne notre région. Notre réflexion, c'est que c'est une piste et que c'est à la fois, on va dire, un moyen pour préserver, on va dire, cet écosystème singulier dans le monde, en lui permettant, on va dire, d'accéder à une ressource économique non négligeable qui va permettre de garantir un équilibre et une, on va dire, durabilité dans son exploitation par la suite. Il y a des exemples à travers le monde, notamment au Costa Rica, etc., on va dire, dans plusieurs réserves, et qui ont donné, on va dire, des résultats satisfaisants. Mais il y a, bien sûr, une volonté politique, il y a, on va dire, aussi, si vous voulez, la focalisation, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous voulez, des efforts pour arriver à un même objectif. À mon sens, si vous voulez, on a déjà un noyau à travers les coopératives qui sont disséminées un petit peu partout dans le territoire. Est-ce qu'on peut pas imaginer, peut-être, on va dire, donner à ces coopératives le droit peut-être de créer, je sais pas, des gîtes, des maisons d'hôtes, et comme ça, si vous voulez, ça sera des séjours. Et ça sera aussi une manne, et ça sera l'occasion aussi peut-être de commercialiser même, on va dire, leur production par la suite. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié peut-être. Voilà, merci. Merci, chers collègues. Je donne la parole, le micro à M. Negar.
Je demande juste d'être bref, que ce soit pour les questions et les réponses. Pareil. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à féliciter les collègues qui ont présenté d'excellentes présentations. Moi, je reviens aux deux premiers exposés. Le premier sur la... Vous avez évoqué beaucoup de mots, gouvernance, la pensée, je ne sais pas, un mot penser quelque chose, et vous avez parlé de l'approche socio-écologique. Oui, la première présentation. Donc, pour cela, je pense que c'est des concepts effectivement intéressants. Je ne sais pas comment vous arrivez à... Vous n'avez pas encore de résultats, en tout cas pour les deux exposants. Vous êtes encore de phase de réflexion. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu droit à des résultats comme ça pour pouvoir mieux analyser. Mais en tout cas, sur le plan méthodologique, donc il y a moyen de voir est-ce que ces trois approches sont complémentaires ou là ils vont introduire dans votre sujet de recherche beaucoup de divergences en termes je dirais d'analyse et des résultats. Ça c'est le premier point. Le deuxième, je vous conseille quand même de lire le travail de M. Paul Pascan, La vallée des Bonivoufra, un essai d'écologie sociale. Je pense que ça serait intéressant un petit peu de se référer à ce travail si vous voulez effectivement analyser en profondeur. Pascal est connu au Maroc comme un grand sociologue qui a travaillé dans le rural, donc qui explicite largement un petit peu à de l'approche socio-écologique. Et au niveau des eaux et forêts, au niveau de l'école forestière des ingénieurs de Salé, nous essayons tant qu'on peut un petit peu de profiter de son expertise pour un petit peu préparer nos futurs ingénieurs. La deuxième présentation, moi j'ai une question un petit peu par rapport à... Vous avez évoqué la question de projet. Alors c'est le grand problème que nous avons dans les régions de l'Arganais. C'est quoi un projet territoire au niveau de l'Arganais? À quelle échelle on doit construire un projet? Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu cette réponse et je pense que c'est l'élément crucial. Donc, on est perdu dans pas mal d'initiatives projets. C'est intéressant. Ce que j'ai constaté, moi, personnellement, à travers mon expérience au sein des eaux et forêts, c'est qu'à chaque fois qu'on introduit un projet, on introduit de nouveaux acteurs et on complexifie davantage le problème. Donc, j'ai écouté notre professeur qui a parlé un petit peu pourquoi ne pas donner aux coopératives un petit peu cette question de promotion d'écotourisme. Moi, personnellement, je suis pour, au lieu d'aller multiplier, d'apporter d'autres acteurs sur le territoire. Donc, ça, c'est, donc cette analyse, donc, projet territoire, je pense, c'est élément. Pourquoi ça? Parce que vous avez dans l'Arganaré, donc il faut le rappeler, ça va de la mer jusqu'à 1300 mètres d'altitude. Donc, vous allez voyager dans pas mal de situations, pas mal de paysages forestiers, pas mal de paysages ruraux. Donc, et finalement, lorsque vous allez faire une analyse, vous êtes dans quelle situation? Parce que l'Arganaré ou les écosystèmes ou la RBA, en fait, c'est un assemblage, c'est une mosaïque d'écosystèmes, de situations. Et généralement, quand on présente les éléments et quand on présente les résultats, on ne sait pas à quoi se référer par rapport aux résultats. Moi, j'essaie de vous mettre en garde par rapport à ces aspects. Je reviens à la de l'écotourisme. Personnellement, depuis que j'ai travaillé avec les forêts, on n'arrive pas à démarrer. Honnêtement, c'est vrai, on a essayé à chaque fois d'expliquer, de mettre des vecteurs. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie forêt Maroc. C'était une stratégie de l'agriculture, stratégie du ministère. Je pense que que vous avez la multiplicité des acteurs. Mais il n'y a pas quelqu'un qui guide ces acteurs. Il n'y a pas, je dirais, une convergence, des visions des différents acteurs. Donc en effet, c'est un problème de gouvernance, une faille. Donc, où je reviens à la question, ça me rappelle ça. Hein? J'ai pas. Ah, d'accord. D'accord. En fait, quand on évoque les questions de gouvernance, en fait, c'est le processus de prise de décision. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut m'expliquer comment le processus de décision se prend pour la RBA. Ça, c'est... Par rapport à M. Turner, je pense que, personnellement, il y avait cette question. L'Arganaré, en fait, c'est un arbre qui produit des fruits. C'est un arbre forestier qui produit des fruits. Je pense l'une des choses qui a permis à cet arbre de se pérenniser depuis je dirais, on est dans le quaternaire depuis les tertiaires,
Donc c'est une espèce, c'est un arbre forestier qui dérive d'une tertiaire. Donc c'est grâce à ces fruits. Donc il a compris qu'il doit servir les communautés rurales pour pouvoir se pérenniser. Je pense qu'il y a votre analyse peut-être pourrait être orientée davantage sur ces dimensions. Merci, hein, c'est un peu tard. Merci Senghar. Donc je donne la parole aux orateurs. Je demande juste d'être très bref. Bon, tout d'abord, merci pour votre question et vos remarques aussi. Donc, pour la gouvernance créatrice de valeur et l'apport de l'approche socio-écologique. Donc, tout d'abord, dans ma thèse, donc je développe cette approche. Donc, je suis en cours de développement de cette approche. Côté théorique, c'est bon, mais au niveau pratique, donc je suis en cours d'analyse des discours des différents acteurs. Je suis en période. Et donc, quand j'ai parlé de la gouvernance créatrice de valeur, donc l'objectif c'était et il est toujours le bien-être de la population locale. Donc, au niveau de l'approche socio-écologique, donc c'est une approche qui est dans le domaine de la sociologie. Et quoi d'autre? Donc je me suis basée tout d'abord sur la partie ontosystème. J'ai mis la réserve de biosphère. Donc autant au niveau des questionnaires, donc j'ai mis la question de c'est quoi déjà la réserve de biosphère. Donc il y a plusieurs questions qui disent je ne connais pas la réserve de biosphère. Donc c'est pour cette raison que je me suis basée j'ai mis la réserve autant que ontosystème pour dire que notre sujet problème c'est la réserve. Donc, c'est quoi déjà la réserve? Bien sûr, il y a le problème du chevauchement de cette réserve au niveau des 3 régions. Chaque acteur travaille dans sa spécialité, sans pour autant prendre en considération les actions des autres acteurs. Ça, c'est un. Au niveau de la communication, c'est vrai que les différents acteurs disent je communique avec les autres, je mets à disposition des autres acteurs l'ensemble des actions que je fais sur la réserve de biosphère, mais quand vous descendez sur le terrain, c'est pas totalement la meilleure réponse. Donc il n'y a pas cette communication que les acteurs disent voilà, il y a une communication. Donc c'est ça. Donc je travaille là-dessous sur cette approche pour la développer au niveau de la réserve de biosphère. Donc c'est bon. Merci mademoiselle. Merci. Oui, je vais être très brève pour répondre à l'intervention de monsieur. Alors oui, c'est vrai, la RBA, elle est complexe, il y a des spécificités différentes, certes, c'est une superficie très étendue, vous avez parfaitement raison, mais ce que nous essayons de dire, c'est qu'il est important d'avoir un système de gouvernance, une cogestion. Et cette cogestion, c'est lié à l'ensemble des projets qui existent au sein de la réserve de biosphère d'Arganré. Ce que nous avons constaté, d'après les études de terrain, qui soient au niveau de nos thèses, en fait, chacune a une thèse différente sur la RBA, mais également à travers un projet de recherche Erasmus+, et du Biomed qui étudie les réserves de biosphère, ce que nous avons constaté, qu'il y a un problème de communication efficace entre les acteurs. Parce que lorsqu'on rencontre les acteurs, chaque acteur, il a de bonnes intentions, on est là pour le développement, on est là pour ceci, pour cela, mais après, il n'y a pas l'aboutissement de ces projets. Raison pour laquelle on a pensé à dire qu'il faut développer une communication interacteur efficace dans l'ensemble des projets, qui soient des projets de territoire ou n'importe quel projet lié au développement au sein de la RBA. Alors, c'était ça pour la réponse. Merci, madame. Merci. Donc, je donne la parole à monsieur Bnidir.
Là, non. Donc, Ben Hussein. Donc, c'est bon. Bien. Alors, mon intervention, ma question très brève pour Monsieur Sidi Aziz. Alors, moi, je veux juste une clarification concernant la partie de la labellisation. Lorsque vous avez présenté la labellisation, vous avez parlé de 2 types de labels qui concernent des établissements touristiques au sein de la RBA. Le premier, c'est un label qui est apparu suite à une période de Covid-19, de la COP, mais maintenant il n'existe plus. Et le deuxième, c'est du réseau RDTR qui est donné aux membres du réseau. Alors, le problème pour les 2 labels, parce que ma thèse, elle porte sur la question de labellisation au sein de la RBA, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, il y a uniquement le contrôle au début, mais par la suite, c'est bon, l'établissement, il affiche le label et puis c'est tout. Je parle surtout du label Clever. Donc, est-ce que vous pensez que la labellisation au sein de la RBA, elle participe vraiment dans l'application des objectifs de développement durable? Donc, c'était ça ma question et merci, monsieur. Donc, merci beaucoup pour votre question très intéressante. J'aimerais tout d'abord peut-être apporter une petite réponse et un petit feedback, si vous voulez, à la question pourquoi l'écotourisme n'arrive pas, on va dire, à décoller. À mon sens, parce qu'il n'y a pas déjà de produit en lui-même. D'accord, le produit en lui-même, il n'est pas consistant. On peut pas vendre quelque chose, on va dire, qui n'est pas homogène, quelque chose qui, on va dire, qui est un amas, en quelque sorte, un agrégat, et qui n'a pas une présence, on va dire, avec des contours qui sont, on va dire, clairs. Donc, le consommateur, on doit avoir un produit avec un positionnement qui est clair pour pouvoir, bien sûr, le rabattre sur ce produit-là par la suite. Malheureusement, comme on l'a dit, si vous voulez, au Maroc, on a énormément, on va dire, de volonté politique, mais qui fixe parfois, on va dire, beaucoup d'objectifs à la fois et qui sont généralement très ambitieuses et dont on n'a pas les moyens, peut-être, on va dire, de les accompagner et de les réaliser, on va dire, tout à la fois. Donc, à mon sens, si vous voulez, même dans le balnéaire, si vous voulez, depuis 2010, on avait lancé, on va dire, le plan Azur avec les stations balnéaires, 5, et au final, on se retrouve avec 2 stations, et les 2 stations en elles-mêmes, si vous voulez, ils ont du peine, si vous voulez, à exister en elles-mêmes. Donc ça, si vous voulez, d'un côté. Pour la labellisation, si vous voulez, à mon sens, si vous voulez, la labellisation, c'est tout simplement, on va dire, la partie émergente qui va attirer, on va dire. On doit donner aux clients, aux touristes potentiels, on va dire, la garantie. Et donc, c'est notamment à travers un label. Comme vous le dites, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, c'était juste, on va dire, un recensement, on va dire, de l'existant qu'on a fait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 2 initiatives. C'est la clé verte et l'effet bulle. Bien sûr, c'est pas parfait, comme on l'a dit. Et c'est pas mis en avant même, on va dire, dans la promotion qui se fait à l'international. Et à mon sens, il faut retenir un label international, avec les exigences, et notamment, comme on l'a dit, la certification, on va dire, généralement, si vous voulez, il est périodique. On ne donne pas un certificat et on laisse dans la nature, on va dire, les intervenants faire ce qu'ils veulent par la suite. Donc, c'est comme pour l'ISO, si vous voulez. C'est chaque 3 ans, vous devez renouveler, peut-être, on va dire, ce processus pour garantir par la suite, bien sûr, un cahier de charges qui doit être... Il faut avoir, bien sûr, peut-être tout un consensus, etc. Comme on l'a dit, il y a plusieurs intervenants. Chacun, peut-être, il a un cahier de charges ou des exigences qui sont différentes les uns des autres. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Voilà, merci. Merci, chers collègues. Donc, je passe le micro à Mademoiselle Boussou. Merci. Tout d'abord, je félicite les candidats pour leur présentation. C'était vraiment très riche et bien présenté. Ma question, c'est pour Mademoiselle Hala.
la première présentation. Donc, vous avez adopté le modèle de Bronfenbrenner pour analyser la relation entre les acteurs dans la RBA. Il faut juste noter qu'il faut ajouter les deux principaux acteurs de la RBA, c'est la femme rurale et ce sont les ayants droit. Donc, c'est pas mentionné dans votre modèle. Il faut bien les analyser. Autre chose, pour l'adoption de ce modèle, nous n'avons pas eu quelles sont les hypothèses que vous avez élaborées au début de votre analyse, et aussi quelles sont les limites de ce modèle. Bien sûr, chaque modèle a ses limites, donc j'aimerais bien savoir quelles sont les limites de ce modèle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une investigation sur terrain, juste pour savoir si vous pouvez après faire une analyse comparative entre les RBA des trois différentes régions, parce que c'est pas la même complexité de relation entre les différents acteurs. Et je tiens aussi à vous proposer de consulter l'article élaboré par le professeur Dr Abdallah Aboudrer et le professeur Dr Aziz Larbi, qui ont travaillé presque sur la même thématique. Et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Tout d'abord, vous avez précisé les femmes et les ayants droit. Donc, j'ai pas précisé, j'ai parlé des acteurs. Donc, au niveau des acteurs, bien sûr, il y a la femme et il y a les ayants droit. Donc, au niveau de l'étude comparative, oui, effectivement. Donc, mais je vais la développer dans la thèse. Donc, pour cette présentation, il est théorique. Donc, pour le développement pratique, donc, je vais le mettre au niveau de la thèse. Bien sûr, j'ai réalisé des enquêtes de terrain au profit de la population locale, y compris les femmes, les hommes, y compris les ayants droit. Pour les limites. Donc non, j'ai pas mis les limites de l'approche. Oui, effectivement, mais bien sûr chaque approche a ses propres limites et donc je vais consulter l'article, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci mademoiselle pour votre réponse. Donc une dernière question à Sembark. Je lui demande juste d'être succinct dans son intervention. السلام عليكم. تحية صباحية بالعربية. شكرا. أزول إيتان ميرت المتدخلين كل تنغي فرخان ولا تفرخين. بون ممثل ريزو اسوسياتيف لا ريزيرف بيوسفير أورغانيي اللي هو كيتكون من فوق من 200 جمعية بتشكل في 2002 في أكادير، وعنده 5 ديال لي كورديناسيون، منها كورديناسيون ديال الصويره اللي هو انا منسق ديالها. ربما لو بروميي كورديناتور ريجيونال هو مسيو حفيدي راه كان هنا. maintenant c'est le docteur Milo Dazerhoun que vous connaissez tous, c'est monsieur Slimane Aziki que vous connaissez tous. انا غادي نتحدث بالعربيه. انه هو سيت اون ريمارك، ما موجه السؤال حتى شي واحد، ولكن كيبقى فيا الحال منين كنهضروا على اركان وكنهضروا على ليكوتوريزم وكنهضروا على لي كوبيراتيف، ولكن الواقع راه شكل اخر توتالمون ديفيرون. وهو ليزير، ولكن في الواقع ملي كننزلوا عند النساء المتعاونات، من تنزلوا عند الساكنه، واش غنقدم لهم هاد لي ديبا هكا بالفرنسيه؟ اون سي ميم با بارلي اونورابل. وكيفاش انا غادي نقنع هاد الناس هادو يتبناو معايا هاد المشاريع اللي هو جميله ديال الشباب
كيدير محاولات، ولكن واخا عرض واحد بالعربيه وكثر من هكا خصنا عرض بالامازيغيه. كيفاش غادي راه اللي نخافوا عليه هو انه كنشتغلوا بشكل وغننزلوا، انا ما شاركناش معنا الساكنه المحليه، غنزلوا غترفض لك تقول لك لا شي ما عرفتوا كاع انا كيفاش درتوا لي نزلتوا لي انا هنا. اذا والخطير عاوتاني في الامر هو ملي كنديروا هنا في البروغرام زياره ديال التعاونيات وتنهضروا على لي كوبيراتيف فيمينين وكنهضروا على النساء، كوبيراتيف بوتيك ديال شركه حداها كتقتل هذيك التعاونيه مباشره، غتلاحظوها على جنبات الطريق. تعاونيه جوج بوتيكات ديال الشركات ما كيهمهم الا الربح ولا تنميه للمراه، لا في المحاربات الاميه لا في كاينين التعاونيات اللي هما كاينين دابا شحال منذ زمان. نجيب الملف ديال واحد المراه اللي هي بدات معاهم ما تعرفش تكتب سميتها رغم انه كاين محاربه الاميه. هذا هو الوضع الحقيقي، هذا هو التشخيص اللي خاصنا نسمعه. وتحيه لكم الشباب وتحيه للجميع. شكرا سيمبارك، شكرا سيمبارك، بارك الله فيك. دونك هنا غير اون في كنديروا تثمين وتقديم مجموعه من الابحاث. بطبيعه الحال من هاد يعني الباحثين اللي يديروا الابحاث ديالهم راه كيوصلوا بواحد الطريقه اللي هي سهله. داكور. دونك une question, pas une remarque. Merci. Je voudrais juste préciser une chose pour la première présentation du docteur Aziz. C'est que vous avez parlé de zones protégées dans votre exposé. Ou la littérature, j'aimerais, c'est une petite recommandation. On parle plus d'aires protégées. D'ailleurs, il y a la loi 2207 qui parle d'aires protégées. Donc, peut-être pour une petite amélioration, ça fait chier, c'est tout ce que j'ai à dire. Shukran. Merci. Donc, vous voulez? Non? Donc, avant de clôturer cette session, je rappelle juste le programme. Il y a 3 tables, juste pour rappel, il y a 3 tables rondes. Il y a une à Beit Dakira. Il est intitulé Patrimoine de l'arganerie et résilience au changement climatique. Il y a la deuxième table ronde, en même temps, parallèlement, il y a Dar Soueri, Innovation et valorisation des résultats de la recherche sur l'arganerie. Comment renforcer le partenariat de recherche coopérative et industrie. La troisième table ronde, à Hôtel Atlas, salle Tiznin, ici même je pense. Donc l'arganiculture, levier d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique dans la RBA. Pour Dar Soueri et Beit Dakira, il y a des navettes qui sont prévues pour les déplacements. Donc je vous remercie tous pour votre écoute, votre patience et pour d'être déplacés. Je remercie tous les orateurs pour ceux et celles qui sont venus de très loin. Je remercie Suleimani de m'avoir accompagné dans cet exercice. Merci.